Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence virtuelle. Nous l'avons appelée Partir au Québec, 17 régions vous attendent parce que pour une fois, il s'agit de vous donner envie de goûter au Québec dans toutes ses saveurs, de le découvrir dans toutes ses facettes. Montréal, Québec, si vous vous intéressez à la belle province, évidemment vous connaissez. Mais le Québec, ce sont 17 régions, y compris les plus nordiques, qui vous appellent toutes avec une voix singulière, des atouts particuliers, une qualité de vie particulière. On va en parler pendant une heure avec Michèle Boisvert, la déléguée générale du Québec à Paris. Bonjour. Bonjour. Et vous n'allez pas être seul puisque nous avons des témoignages qui nous viennent tout droit d'outre-Atlantique pour nous dire quels sont les besoins, quels sont les points forts de telle et telle région. Nous allons les diffuser tout au long de cette conférence. Mais nous avons aussi sur ce plateau Roland Lescure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député des Français du Québec et des Français d'Amérique du Nord d'une manière générale. Et vous y avez vécu vous-même plusieurs années. Vous êtes donc parfaitement placé pour nous parler de ce qui attend les Français qui se laisseraient tenter par l'aventure. Nous aurons aussi, pour répondre à toutes les questions plus techniques concernant l'immigration, Paul Trottier. Paul Trottier, il est conseiller à la direction des services de l'immigration du Québec. Et puis aussi Nicolas Simon de Pôle emploi. Alors un mot sur le déroulé de cette conférence. On va tout d'abord parler de la relation franco-québécoise, si particulière, avant de passer à l'intérêt que vous porte le Québec, à vous Français. Et vous allez voir que vous les intéressez beaucoup. Et puis on abordera justement les différentes régions du Québec pour vous les faire découvrir, avant de parler très concrètement des besoins de main-d'œuvre. Et puis pour finir, on parlera des Journées Québec. C'est un événement très important qui approche ces Journées Québec, qui seront peut-être l'occasion pour vous de donner un vrai départ à votre projet d'immigration. Alors on va commencer avec vous, Michèle Boisvert, parce que vous êtes donc, je l'ai dit, déléguée générale du Québec à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce poste-là? Vous êtes une espèce d'ambassadrice. Enfin, quel est votre rôle? Exactement, c'est un rôle d'ambassadeur. Vous savez, ici en France, le Québec a le statut de nation. Et d'ailleurs, on célèbre cette année les 60 ans de l'établissement officiel du Québec en France. C'est le général de Gaulle qui a octroyé ce statut extrêmement important. On dit de la relation entre le Québec et la France qu'elle est directe et privilégiée, et c'est vrai que c'est une relation extrêmement privilégiée. Donc, moi, mon rôle, c'est de représenter le Québec ici, en France, de faire en sorte que ces relations qui existent depuis 60 ans demeurent pertinentes, perdurent, s'inscrivent dans l'avenir, s'inscrivent dans des domaines qui feront ensemble en sorte que cette relation-là va perdurer. C'est des relations qui sont à la fois, bien sûr, politiques, économique, culturel, secteur de l'éducation. C'est avec l'éducation que les premières relations se sont tissées entre la France et le Québec. Donc, c'est un rôle très important et moi, je suis en poste depuis bientôt 2 ans. Je suis arrivée en mai 2019 et je prends la pleine mesure de la qualité de cette relation et de tous les échanges. Il y a vraiment une volonté d'apprendre l'un de l'autre qui, moi, m'étonne et me réjouit à chaque fois. Mais d'un mot justement, parce que vous disiez, ça m'intrigue, le Québec a le rang de nation en France. Vous dire que ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Non, non, c'est seulement la France, seulement en France où le Québec a ce statut particulier-là. Et vraiment, c'est une relation privilégiée qu'il faut entretenir, chérir, parce que ça nous donne des accès incroyables au pouvoir politique, mais à toutes les régions du Québec, de la France. On est accueillis vraiment comme un pays et on peut créer. Il y a toutes sortes d'ententes qui ont été signées entre la France et le Québec. Justement, bon, on parle de mobilité. Il y a toutes les ententes entre les étudiants. Il y a les arrangements de réciprocité mutuelle pour toutes les professions. Bref, il y a de très grandes choses qui se font parce que ici, le Québec a ce statut de nation. Cette délégation générale du Québec, quel est concrètement, très concrètement pour les gens qui nous écoutent, son rôle? C'est 60 personnes, 6 équipes, justement, équipe économique, équipe culturelle, affaires publiques, l'immigration. L'immigration, c'est 6 personnes. Écoutez, c'est incroyable, parce que la France est un bassin de main-d'œuvre pour le Québec extrêmement important, et je vous parlerai des Journées Québec un peu plus tard. Mais donc, ce rôle, c'est de travailler à faire en sorte que, par exemple, nos ministres puissent se rencontrer, organiser des rencontres ministérielles, organiser des sorties en région. Vous savez, j'ai un mandat économique, donc
c'est pas l'économie au détriment de tout ce qui se fait, mais se servir de tout ce qui s'est développé au cours des 60 dernières années comme tremplin de développement économique, c'est donc me promener partout dans les régions de la France. Parce Vous avez que, de la chance. oui, j'ai hâte de recommencer, je m'ennuie terriblement de ne pas le faire. Mais c'est vrai, vous savez, le tissu économique du Québec est un tissu de PME. On parlera des régions du Québec, mais si on veut faire du développement économique, ce sont avec les régions de France qu'il faudra le faire. Donc, je me promène beaucoup, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des maires, je rencontre je veux dire, il y a aussi toute la culture. La France est le premier marché d'exportation de nos artistes. Donc, c'est très vaste et c'est fascinant. Et Roland Lescure, alors vous êtes député des Français d'Amérique du Nord. Comment est-ce qu'on exerce un tel mandat, surtout en ce moment, avec ce contexte de pandémie? Ah bah, ça fait un peu plus d'un an que je suis un député sans aile, comme j'aime à dire. Hein. Donc, je n'ai pas mis les pieds en Amérique du Nord, à Montréal, où j'ai passé 8 ans merveilleux, mais ailleurs, New York, Chicago, Toronto, Ottawa, etc. Donc, je fais beaucoup de visioconférences, beaucoup d'emails. En fait, les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord, ils sont comme nous, ils vivent la pandémie avec les difficultés que ça implique, économiques, sociales, psychologiques, personnelles, difficultés de mobilité. Donc, je passe beaucoup de temps avec mon équipe à les renseigner, à les informer sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, à essayer de les aider dans les méandres administratifs français, québécois, canadiens, américains, parce que souvent il y a des enjeux de visa, des jeunes étudiants qui souhaitent aller étudier et qui ne savent pas trop comment ils vont pouvoir s'y rendre. Quand on étudie à distance, évidemment, est-ce qu'on reste en France avec le décalage horaire pour étudier de chez soi, ou est-ce qu'on se rend quand même à Montréal, avec des enjeux d'immigration, des enjeux de quarantaine quand on arrive. Donc beaucoup de préoccupations concrètes auxquelles on répond. On fait des visioconférences, on a une infolettre qui part régulièrement, qui est plus lue que jamais. Et puis, on est aussi en campagne électorale pour ce qu'on appelle les conseillers des Français de l'étranger. Donc, dans chaque ville d'Amérique du Nord, on est en train d'élire des conseillers. Donc, moi, je les aide à faire campagne, et là encore à distance. Alors, du reste, c'est combien de personnes, les Français du Québec? Alors, il y a l'officiel et l'officieux. Donc, au Canada, il y a à peu près 120 000 Français inscrits sur le registre, et dont une grosse moitié, en fait, est au Québec. Donc, 60-70 000 inscrits sur les registres. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas inscrits, soit parce qu'ils y sont depuis toujours et que bien qu'encore français, ils sont avant tout québécois. Il y a ceux qui sont de passage, notamment les étudiants qui ne s'inscrivent pas nécessairement sur le registre. Donc on se dit qu'il y a au moins 2 fois plus. Donc on va dire, allez, entre 100 et 200 000 pour vous faire une cote mal taillée, probablement 150 000. Et alors vous diriez que c'est une communauté assez soudée, assez grégaire, ou au contraire, ce sont des gens qui se fondent un peu dans la culture locale? Il y a plusieurs populations. Il y a les jeunes étudiants qui parfois ne font que passer, et souvent, ils construisent des racines et ils restent. Ça, c'est la première population. Ensuite, la deuxième, c'est les jeunes couples ou les jeunes professionnels, avec ou sans enfants, qui vont dans une logique d'immigration économique, donc qui postulent. Hein, il y a des loteries, il y a évidemment, quand vous avez un contrat de travail avec une entreprise, l'immigration y est plus facile, donc qui y vont pour travailler. Il y a ceux qui y vont par amour, donc qui rencontrent un ou une Québécoise qui décide d'aller s'y installer et ensuite de s'y chercher un travail. Et puis il y a des retraités, il y a beaucoup de retraités aussi, qui vont passer toute ou partie de leur retraite au Québec, donc soit 6 mois de chaque côté de l'Atlantique, soit parfois même 12 mois par an. C'est un pays fantastique, hein. Donc la météo y est exceptionnelle, au deux sens du terme, exceptionnellement froide en hiver, mais exceptionnellement agréable en été, à l'automne, au printemps. Donc on a 4 vraies saisons. Et si vous êtes capable de les vivre à plein, donc de vivre l'hiver à plein, c'est fantastique parce qu'on a vraiment 4 provinces, 4 Québec différents selon la saison. Donc là, on arrive à la fin de l'hiver. Enfin, la dernière tempête de neige a eu lieu la semaine dernière, je pense. On va avoir un printemps très court et ensuite un été, alors normalement extrêmement festif. Ça va être moins le cas cette année du fait de la Covid. Mais en tout cas, où les Québécoises et les Québécois n'attendent qu'une chose, c'est que le soleil pointe son nez, que les terrasses s'ouvrent, là-bas aussi, et qu'on puisse sortir et festoyer. L'histoire d'amour, Michel Boisvert, entre les Français et le Québec, c'est une vieille histoire, hein, mais on voit qu'elle change un peu. C'est plus exactement pour les mêmes raisons aujourd'hui que les jeunes, peut-être, les jeunes Français partent au Québec qu'il y a, par exemple, 20 ou 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est une histoire d'amour, une histoire qui évolue. Moi, j'ai l'impression que les jeunes viennent au Québec beaucoup parce que c'est un pays jeune, c'est un pays de tous les possibles, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, où les contacts sont faciles, où les gens sont chaleureux, où il y a les grands espaces. Maintenant que je vis à Paris, je comprends l'attrait des grands espaces. Ça vous manque?
Par moment, oui. Ouais. Non, mais c'est tellement beau, cette perspective. Il y a des paysages incroyables. Donc, c'est tout ça qui attire les jeunes. Et un système d'éducation extrêmement solide. Nos universités sont très, très bonnes. Et les frais de scolarité sont vraiment minimes. En Donc, tout cas, beaucoup plus bas que ceux des États-Unis. oui, par ah ben là, exemple. oui, ça ne se compare même pas. Donc, Et surtout pour les Français. Oui. Il y a un accord Oui. particulier qui fait que les Français payent autant que les Canadiens. Voilà. Pas autant que les Canadiens. Québécois, mais quand Mm. même. Donc c'est effectivement des universités de classe mondiale et à des tarifs Ouais. largement concurrentiels. Citez-nous-en quelques-unes de ces belles ben, universités québécoises. la plus connue au Québec, je C'est pense, c'est McGill, McGill. bien Oui, sûr. c'est vraiment McGill. Mais l'Université de Montréal est très, très forte. Il y a l'Université Laval à Québec, très forte également, et chacune dans leur spécialité. Sherbrooke, le quantique, Concordia. oui. Oui, oui, non. Il y a vraiment... et il y en a maintenant, on va parler des régions plus tard, il y a tout le système des universités du Québec. Et donc, tu en as en région, tu en as à Rimouski, tu en as à Trois-Rivières, tu en as à Chicoutimi. Donc, un réseau très fort et justement qui attire les étudiants québécois. Et c'est vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas eu un repas, pas eu une rencontre que j'ai eue ici en France où on ne m'a pas dit mon fils, le fils de mon voisin, mon neveu est au Québec. Et la plupart du temps, en tout cas, bien souvent, ils y restent. Au grand... Ouais. Aller au Québec pour un jeune Français ou une jeune Française, c'est la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire c'est le meilleur de l'Amérique avec le meilleur de l'Europe. Donc vous avez du pragmatisme, du sens de résultat, de la liberté, de l'entrepreneuriat, mais avec un ancrage culturel francophone extrêmement fort. On y mange bien, on y fait des courses, il y a des marchés ouverts, la relation avec le goût, avec l'odeur, avec la culture évidemment, l'art, on en a dit, les festivals. Donc c'est à la fois le meilleur de l'Europe et le meilleur de l'Amérique. Franchement, allez-y. Mais il y a quelque chose qui, moi, me semble avoir changé ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, le Québec, ça veut dire, c'est synonyme de modernité. Tout à Ce qui fait. n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans. Peut-être, je dirais, je reculerais peut-être un peu plus, mais c'est vrai, pendant un moment, je pense qu'on a été un peu des petits cousins. Et nous-mêmes, je pense qu'on n'avait pas cette confiance en nous que l'on a acquis au fil des ans. Oui, on est devenu... je pense qu'on se considère maintenant comme des Nord-Américains. On accepte que nous sommes des Nord-Américains parlant français, avec une culture qui est la nôtre. Et donc, on a pris confiance, on connaît nos forces. On a des secteurs où on est vraiment très performant. Je pense à l'intelligence artificielle, où Montréal est vraiment un des grands centres. Donc, Les jeux vidéo. les jeux vidéo, la créativité. Je pense que tous nos artistes sont reconnus pour tout ça. Le culinaire, maintenant, c'est vrai qu'on y mange maintenant très bien. Donc, il y a eu une évolution au Québec où nous-mêmes avons pris confiance en nous. Et je pense que les Français découvrent justement que l'on est maintenant des Nord-Américains parlant français. Et c'est ce que je pense que les Français viennent chercher chez nous. Et on y va pour une expérience, quelques années. Comment ça se passe? On y va pour refaire complètement sa vie? Je pense que Roland pourrait répondre. Ben, on y va d'abord pour quelques années et finalement, on y refait souvent sa vie. Moi, j'y allais au départ, on a travaillé ensemble d'ailleurs pour un très beau job à la Caisse de dépôt et placement du Québec, en me disant, écoute, tu y vas 2-3 ans et on verra. Et finalement, si l'envie folle ne m'avait pas prise de me présenter aux élections législatives, j'y serais sans doute encore. De toute façon, je l'ai fait. Hein. Bon, puis je suis là. Non, mais on a vraiment souvent une volonté de partir à l'aventure. Et donc ça, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être vécu comme temporaire. Et très vite, on découvre effectivement une culture extrêmement attachante, des gens extrêmement sympathiques, extrêmement ouverts. Vraiment, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est pour ça que je souris en entendant Michel, c'est une amie québécoise qui m'a dit avant que je parte, attention Roland, ce ne sont pas des Français qui vivent en Amérique du Nord, ce sont des Américains qui parlent français. Et donc c'est vrai que la relation à l'autre est peut-être un peu plus facile que quand on arrive en France et qu'on découvre une culture qui est dans un premier temps en tout cas un peu fermée, qu'il faut pénétrer pour rentrer dans les salons des uns et des autres. Le sport est très important, donc le hockey évidemment, mais aussi le football, hein, le soccer comme on dit là-bas, qui est devenu le deuxième sport au Québec avec de très belles équipes, y compris des grands footballeurs internationaux qui vont terminer leur carrière. Hein. Didier Drogba a fait un excellent passage à l'Impact de Montréal. Et ensuite, on a l'entrepreneuriat. C'est vrai que il y a peut-être qu'il y a 40-50 ans, c'était des expatriés qui allaient travailler pour Air France, BNP et L'Oréal pendant 2 ou 3 ans et qui revenaient ensuite. Là, on a des entreprises françaises installées là-bas, avec des employés internationaux, mais y compris des Français qui y sont, et surtout des entreprises québécoises locales qui sont très heureuses de recruter des Français et des Français. Vous parliez des jeux vidéo.
On a évidemment Ubisoft, qui est une grande entreprise française, mais qui a la moitié de ses employés là-bas. Et on a aussi des entreprises locales qui emploient beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai découvert, et ça m'a beaucoup surprise, maintenant, il y a des entreprises françaises pour garder leurs employés, rétention d'employés de talent, vont ouvrir une filiale à Montréal parce que l'envie des Français de venir s'établir au Québec est tellement grand que c'est comme un argument pour garder leur monde en disant, écoutez, on vient d'ouvrir une filiale, vous allez pouvoir rester à notre emploi, mais en allant travailler au Québec. Et ça, au moins 3-4 entreprises m'ont raconté ça. Une expérience internationale au sein du groupe. C'est une façon de garder le talent, parce que bon, le talent, tout le monde cherche à le garder. Ouais. Voilà. Titre personnel, Roland Lescure, vraiment, dans votre histoire personnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce passage de 8 ans au Québec? Alors d'abord, d'un point de vue professionnel, j'étais dans un job merveilleux, dans une très belle entreprise, qui est à la fois une très grande entreprise de finance, mais publique, gouvernementale, donc qui sert l'intérêt général, et qui est un des fleurons du Québec, créé en 1965, au moment de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, qui est une grande fierté. Donc c'est vrai que travailler pour cette entreprise, qui n'allait pas très bien en plus quand j'y suis arrivé, et qui, je pense, allait quand même un peu mieux quand j'en suis parti. Allez, vraiment. Merci. Il y avait une fierté collective, d'ailleurs, d'une équipe qui avait redressé une institution qui allait mal, avec, là encore, un peu le meilleur de l'Europe et le meilleur de l'Amérique. C'est-à-dire c'est des entreprises qui sont extrêmement efficaces, dans lesquelles les rémunérations sont conséquentes, mais qui avaient chevillé au corps l'intérêt général. On allait au Parlement rendre des comptes une fois par an. Et donc, c'était un peu le meilleur de la finance au service de l'intérêt général. Puis d'un point de vue personnel, moi, je suis arrivé là-bas avec 3 enfants qui avaient 8, 10 et 12 ans. Élever des adolescents à Montréal, c'est merveilleux, parce qu'on a à la fois une petite grande ville, c'est-à-dire une grande ville dans laquelle ils ont accès à de la culture, ils ont accès à du sport, ils ont accès à des voyages, ils ont accès à de l'éducation de classe mondiale, mais à taille humaine, où du coup la liberté de circulation, la sécurité, l'ouverture au monde, ils étaient dans un lycée français à Montréal où il y a, je pense, 60 nationalités différentes, donc une exposition au monde. On n'est pas dans le multiculturalisme à l'américaine qu'on n'aime pas trop en France. Il y a quand même... C'est-à-dire la juxtaposition. Voilà, on n'est pas dans des... Pas. On est dans ce qu'on appelle l'interculturalisme. C'est-à-dire que la culture francophone, notamment, est très forte. L'histoire du Québec, qui a plus de 4 siècles, est très forte. Mais malgré tout, il y a une reconnaissance de la diversité des origines très forte. Je vous donne un exemple qui me fait toujours sourire, mais j'étais là-bas l'été de la Coupe du Monde, c'était en 2014, je pense. Vous aviez l'équipe de Montréal de hockey qui était en finale de la Ligue nationale de hockey. Tout le monde était fan des Canadiens de Montréal, les drapeaux sur les voitures, tout le monde était pareil. Et 2 semaines après, vous avez la Coupe du Monde, et là, tout le monde était redevenu allemand, français, portugais, nigérian, et vous aviez les drapeaux de toutes les nationalités. Et donc, on est capable à la fois de reconnaître là d'où les gens viennent. Moi, je me suis senti français pendant 8 ans, et québécois, et canadien. Et se sentir dans une ville, dans une province et dans un pays, parce que finalement le Canada est quand même assez ouvert à ça, mais plus multiculturel, où vous êtes capable à la fois d'épouser la culture locale en ne reniant pas ce que vous êtes, je pense qu'on aurait un peu à apprendre là-dessus ici. Michel Boisvert, ça vous fait plaisir, j'imagine. Bien sûr que ça me fait plaisir. Non, mais c'est tellement éloquent. J'aurais pas pu dire des choses aussi bien que le dit Roland. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment qui nous sommes. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous les Français qui ont envie de goûter le Québec d'y venir. C'est une belle expérience. Ils sont bien accueillis. On aime les Français. Il y a eu l'époque, oui, c'est vrai. Pendant un moment, on disait les maudits Français, on n'est plus là. On aime les Français, on aime leurs différences. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pour que ce soit plus les maudits Français? Je pense que c'est nous, c'est beaucoup nous qui avons évolué, je crois. Les Français ont un peu changé. Là, je vais dire quelque chose que je ne dirais pas. Non, mais oui, parce que les maudits Français, quelle expression un peu reconnue, dont parfois on était affublé, ça qualifiait des Françaises et des Français qui arrivaient en ayant l'impression de savoir un peu tout, en se moquant un peu de l'accent local, et puis en disant on va vous expliquer la vie. Et ça, c'était souvent des Français et des Français en fait, qui avaient peu voyagé, peu exposé au monde. Et comme vous le disiez, on a changé d'immigration. Maintenant, on a des gens qui vont à la fois pour prendre, pour apprendre et pour donner, qui sont peut-être aussi un peu plus ouverts à la diversité qu'on ne l'était auparavant. Et donc, on voit bien, quoi, quand vous arrivez là-bas en tant que Français, assez vite, vous êtes jaugé, quoi. Est-ce que c'est un maudit Français ou est-ce que c'est un Français correct? C'est un Français cool. Et voilà, et si vous êtes un Français correct, alors là, toutes les portes s'ouvrent. Ah oui, c'est vrai. Alors le Québec, pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à en rêver? On va regarder une courte vidéo qui nous explique bien pourquoi.
Pourquoi investir au Québec? Parce qu'ici, on vous demande comment ça va, même si on vous connaît pas. Et qu'on peut le dire dans tout plein de langues. Parce qu'on sait comment briser la glace et garder les cœurs au chaud. Et que si on sait innover pour ça, et ça aussi, alors on a ce qu'il faut pour développer vos idées, même les plus étonnantes. Le tiers des emplois en R&D au Canada sont au Québec. Ça en fait du monde débrouillard. Et parce qu'avec le plus de diplômés universitaires au pays chaque année, on a clairement une main-d'œuvre qualifiée et assez inventive pour être capable de s'adapter autant aux tempêtes hivernales qu'aux canicules estivales. Parce qu'avec un régime fiscal avantageux et des coûts d'exploitation concurrentiels, on vous donne les moyens de réaliser vos idées de grandeur. La grandeur, ça nous connaît. Parce qu'à quelques kilomètres des grands centres urbains, vous trouverez des milliers de lacs d'eau douce, des forêts, des ressources naturelles et les marchés de New York, Boston, Toronto, accessibles grâce à un vaste réseau de transport diversifié. Diversifié comme les 1,4 milliards de consommateurs auxquels le Québec vous donne accès. Et parce qu'avec nos 62 centrales hydroélectriques, notre énergie est propre à 99 %. On en produit assez pour en revendre, tellement même qu'on est considéré comme la batterie du nord-est de l'Amérique. Ça, c'est vert et ça permet de bâtir des relations durables. Voilà pourquoi investir au Québec. Faites affaire avec nous. On commence quand? Alors voilà, intelligence artificielle, aérospatiale, jeux vidéo, effets visuels, animation, sciences de la vie, technologie de la santé, développement de logiciels, technologie propre, technologie financière, centre de données, cybersécurité, bioalimentaire. Michel Boisvert, on trouve ces points forts vraiment partout au Québec? Partout au Québec. Avant de parler des régions, parce que c'est vrai que c'est très important d'en parler, mais il faut comprendre, quand on parle de la relation entre la France et le Québec, c'est aussi, du point de vue économique, c'est au Québec que plus de la moitié des filiales françaises établies au Canada sont installées. 350 filiales françaises, d'entreprises françaises sont au Québec, dans tous ces secteurs d'activité d'ailleurs. Et si on regarde au niveau des échanges commerciaux, ça aussi c'est la même chose. La moitié des échanges commerciaux entre la France et le Canada sont entre le Québec et la France. C'est donc dire que le Québec est la porte d'entrée, et ça s'appelle investir au Québec, la porte d'entrée à la fois des travailleurs, mais des entreprises, des investissements. On vous dit, venez au Québec et du Québec, vous pourrez rayonner partout aux États-Unis, avoir accès à un marché d'1,4 milliard grâce aux accords de libre-échange. Donc, c'est vraiment un argument très fort. Et moi, ce que je vais ajouter, c'est, oui, venez, mais pensez aussi aux régions. Pensez, voilà, sortez, oui, Montréal, Québec, fantastique. Voilà, il y a autre chose en dehors de Montréal et de Québec. Écoutez, on l'a vu et c'est des images magnifiques, mais le Québec, c'est immense, c'est 5 fois la France en termes de superficie. Ces 17 régions, vous en parlez, qui sont tout aussi différentes les unes que les autres, tout comme en France d'ailleurs. Vos régions sont très différentes les unes de les autres, mais elles ont toutes en commun, effectivement, des paysages époustouflants. Des gens toujours très, très chaleureux. Je pense par exemple l'Abitibi-Témiscamingue, qui est tout en haut, tout au nord. Bon, bien sûr, c'est les mines. C'est là que la plus grande production de mines d'or du Québec. Il y a même une ville qui s'appelle Val-d'Or. Et dans mon ancienne vie, j'étais journaliste et je me promenais un peu. Et j'étais allée, moi, en Abitibi. J'avais une impression que, bon, culturellement, il ne se passerait pas grand-chose. Non! La ville de Rouyn-Noranda m'avait surprise par sa vitalité culturelle. Donc, ce sont l'Abitibi très éloignée, des paysages incroyables, mais une vie culturelle très forte et une volonté de développement économique, oui, bien sûr, ressources naturelles, mais aussi entrepreneuriat très fort. Partout au Québec, maintenant, l'entrepreneuriat est probablement le choix numéro 1 des étudiants qui sortent des universités. Donc, si un jeune Français a l'envie de se lancer une entreprise, il peut le faire d'un peu partout. Je pense, bon, je parle de l'Abitibi, allons en Chaudière-Appalaches, qui est tout au sud, une région qui s'appelle la Beauce. Les Beaucerons sont reconnus partout. Les Beaucerons, ce sont des entrepreneurs nés. C'était donc toute une petite communauté un peu isolée de la capitale, très près des États-Unis. Et là, il y a un foisonnement d'entreprises et nos plus grands entrepreneurs viennent de la Beauce. Donc, quand on va dans cette région-là, je pense que ce qui nous étonne, c'est à quel point il y a un esprit entrepreneurial qui s'y dégage.
Par la suite, on peut aller dans le Bas-Saint-Laurent. Quelqu'un va venir nous en parler, mais le Bas-Saint-Laurent, c'est magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, si on est sportif, je veux dire, on peut se régaler. Je veux dire, c'est le ski, c'est la randonnée, c'est des lacs. Si on est un peu contemplatif, c'est que la beauté des paysages. Et si on a envie de faire éduquer nos enfants, c'est pas parce qu'on est dans des régions qu'on n'a pas accès à un réseau d'universités. Donc, il y a toutes sortes de programmes pour attirer. Et je pense que les gens, surtout quand on vient de Paris, vivre l'expérience d'une région doit être quelque chose de très, très puissant. Et donc, j'inviterais, donc c'est ça, c'est je vous ai parlé du Nord, un peu du Sud, on peut aller à l'Est. Encore une fois, on aura une vidéo tout à l'heure. Les cantons de l'Est, c'est complètement différent. Les cantons de l'Est, il y a une partie des royalistes américains. Donc là, il y a vraiment une culture anglophone, mais les francophones y sont arrivés. Développement touristique très fort. Il y a l'Université de Sherbrooke, qui est le centre pour tout le quantique, même au Canada. Donc, on a un mélange de recherche très, très pointue, mais de grands espaces, d'une vie à un rythme beaucoup plus calme que ce qu'on vit à Paris, évidemment, mais même que ce qu'on vit à Montréal, et un développement économique très fort, une volonté de donner aux régions une puissance économique. Et avec le temps, tout comme il se passe en France aussi, on donne des pouvoirs, on donne de l'argent aux régions pour qu'elles se prennent en main et prennent en main leur propre développement économique. Alors, Montréal, Québec, ils sont habitués à nous voir arriver, hein, ils ont l'habitude, nous et puis d'autres communautés d'un peu partout dans le monde, mais quand on arrive justement dans ces régions, on n'est pas un peu regardé en coin? Non, pas du tout. Je pense que c'est une question d'attitude. Roland en parlait tout à l'heure. Non, au contraire, je crois qu'ils sont très contents de voir qu'on s'intéresse à eux. Ils vont être très fiers de montrer ce qu'ils ont à offrir. De savoir justement qu'on a choisi, parce que c'est plus facile d'arriver à Montréal, mais qu'on a choisi d'aller les rencontrer, non, vous allez être accueillis de façon incroyable. Alors ces 17 régions, Français à l'étranger les a passées au peigne fin. Depuis le 12 mars, nous avons diffusé sur notre site, nos réseaux sociaux et sur notre newsletter des fiches très complètes pour les faire découvrir, avec à chaque fois les secteurs d'activité à surveiller, ceux qui sont les plus susceptibles de vous fournir de l'emploi, le marché de l'emploi dans le détail, avec des liens vers tous les sites incontournables pour trouver du boulot, toutes les informations importantes pour entreprendre. Vous l'avez dit, Michel Boisvert, c'est vraiment le nouvel axe pour partir au Québec. Peut-être on pourra parler aussi de la reprise d'entreprise, qui est un élément très important. Aussi, sans oublier tout ce qui concerne l'éducation, là, vous l'avez dit, si vous êtes étudiant, ou si vous avez des enfants, comme l'a dit Roland Lescure, alors cette série de fiches, je vous la recommande. Elle est à votre disposition sur notre site, donc françaisalétranger.fr. Racontez-nous encore, parce que c'est passionnant. Moi, je voudrais, c'est ça, parce que je me disais, mon Dieu, j'ai oublié de parler de la région du centre du Québec. C'est le centre du Québec, dont une ville s'appelle Drummondville, vraiment située entre Québec et Montréal. Et pendant très longtemps, c'était comme pour nous, citadins de Montréalais, c'était un peu un coin perdu. Mais Drummondville nous a tous surpris. Drummondville a tiré son épingle du jeu en devenant le centre manufacturier du Québec. Et vraiment, plusieurs entreprises sont installées là-bas. Et je pensais par exemple à Soprema. Soprema, une entreprise française, siège social à Strasbourg, est au Québec depuis 1978, à Drummondville. Et ces deux Drummondville, Soprema, c'est dans le revêtement, milieu de la construction. Soprema a fait de Drummondville son siège social nord-américain. Maintenant, il y en a partout. Donc, c'est un peu ce que je disais. Le Québec, c'est un peu ça. Venez chez nous et c'est un peu les États-Unis 101. Venez apprendre comment faire des affaires en Amérique du Nord, le pragmatisme, la rapidité des transactions, mais en français. En français, avec des gens qui partagent les mêmes cultures, les mêmes valeurs que vous, c'est-à-dire, égalité homme-femme, neutralité de l'État. Et c'est important. Très important, effectivement. Et de là, vous pourrez faire le tremplin pour aller vous installer aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Mais c'est vraiment... Nous, dans ma tête, quand je parle justement du Québec, c'est la porte d'entrée des Français sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et Soprema, qui s'est installé à Drummondville, a fait de Drummondville son siège social nord-américain. D'ailleurs, Soprema continue à investir beaucoup. Donc, le centre du Québec, c'est complètement différent. C'est très, très manufacturier, mais toujours
pas loin, encore une fois, de magnifiques paysages. Où je pourrais vous amener également? Si on allait à Granby, tiens. À Granby? Ah, ouais, avec plaisir. Ouais, tu as 75 km de Montréal. Et là, vous allez le voir, c'est tout un univers qui vous tend les bras. On regarde cette vidéo qui va vous parler de Granby. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Patrick Saint-Laurent, directeur général de Grimby Industriel. Nous sommes l'organisme responsable du développement économique de la région de Grimby. Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter notre ville et notre région. À Grimby, j'y vis. Grimby est situé à 75 km à l'est de Montréal, dans la grande région de la Montérégie et à 1 heure de la frontière américaine. Grimby, c'est une grande ville à la campagne où on profite à plein des 4 saisons. Ville de 70 000 habitants, majoritairement francophones et comportant plus de 100 nationalités. Nous avons un zoo de calibre international, le meilleur réseau de pistes cyclables au Québec, de grands parcs et plusieurs lacs et montagnes à proximité. En plus, à Grimby, on se trouve à 15 minutes de tout, de notre travail, de nos loisirs, de nos sports et de nos amis. Nous avons une vie culturelle dynamique, des attraits touristiques majeurs et tous les services sont disponibles à la population. À Grimby, j'y investis et j'y travaille. 270 entreprises manufacturières emploient plus de 9000 travailleurs. Les entreprises sont en croissance continue et la diversité des 14 secteurs d'activité dans le parc industriel en font sa renommée. L'usinage de précision pour le secteur aéronautique, les véhicules spéciaux dans le secteur des transports, l'ingénierie hydroélectrique et le secteur alimentaire sont les 4 créneaux d'excellence à Grimby. À noter que Grimby a une entente de coopération économique avec l'agglomération du Sicoval et la région de Mont-Blanc en France. Plusieurs filiales françaises sont aussi établies à Grimby. 300 emplois pour travailleurs qualifiés et spécialisés sont actuellement disponibles dans plusieurs entreprises du parc industriel. À noter que Grimby participe depuis 5 ans aux Journées Québec à Paris afin de recruter des candidats intéressés à venir s'établir au Québec. À Grimby, j'y étudie. Le Cégep de Grimby accueille chaque année des dizaines d'étudiants étrangers qui viennent poursuivre leur étude au Québec, principalement dans les programmes techniques de gestion, de génie, d'informatique, de tourisme et de santé. Bienvenue aux étudiants. À Grimby, j'y immigre. Les portes de Grimby sont grandes ouvertes pour les travailleurs, les étudiants et les familles étrangères. Nous retrouvons à Grimby plus de 100 nationalités qui contribuent à la vie sociale, culturelle et économique de la communauté. Plusieurs organismes locaux unissent efforts pour faciliter l'accueil et l'intégration des immigrants à Grimby. En terminant, je vous invite à visiter notre site web grimby-profiter.com. Vous y trouverez plusieurs vidéos qui présentent la ville et ses atouts, les habitants et les entreprises. Vous y verrez aussi des témoignages de travailleurs étrangers venus s'établir chez nous et surtout les nombreux emplois actuellement disponibles. Au nom des autorités municipales de Grimby et de mes collègues, je vous dis bienvenue à Grimby. À Granby. Et il y a aussi, il faut qu'on parle, Michel Boisvert, d'autres régions plus au nord. Oui. Là, je crois qu'ils ont beaucoup d'atouts et qui sont complètement méconnus. Hein. Complètement, oui, oui. Et c'est 72% du territoire québécois. Très peu habité, très peu habité, mais c'est là que recèlent toutes les ressources naturelles. C'est quoi? C'est, mon Dieu, 85% des grands barrages hydroélectriques qu'on a vus dans la vidéo sont dans le Grand Nord. Tous les métaux stratégiques. On vient de développer une grande stratégie pour mettre en valeur ces fameux métaux rares qu'on appelle le cobalt, le lithium, le granit. Très important. Le sous-sol du Nord québécois recèle de tous ces métaux extrêmement stratégiques. J'ai parlé de l'hydroélectricité, on en parlait. Le Québec, et ça là-dessus, c'est un atout incroyable. 99% de notre énergie est une énergie verte. On parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment. Pour nous, c'est un atout incroyable. Chez nous, c'est de l'hydrogène vert que l'on fait grâce à notre hydroélectricité. Donc, ce territoire est d'une beauté, mais vraiment saisissante, parce que c'est le Grand Nord, là. C'est les icebergs. C'est aussi
l'endroit des Premières Nations, des peuples autochtones, beaucoup. Et donc, c'est un territoire que l'on veut développer davantage, que mon gouvernement, d'ailleurs, on vient de lancer le plan nordique, on l'a lancé en décembre dernier, un plan sur 3 ans où on va investir des milliards de dollars pour justement faire de ce territoire qui est pour l'instant très peu habité, mais qui recèle de ressources incroyables, le mettre en évidence et y créer une activité. Donc pour tous ceux, les explorateurs, ceux qui ont un âme... C'est ça, c'est vraiment Go West, c'est Go West Young Man. Hein, exactement, mais là ça serait Go North. C'est Go North. mais vraiment, là, tout est à y faire, à y bâtir, et c'est une vie pour celui qui a envie de faire l'aventure qui doit être extraordinaire. Alors, faut que on va parler des besoins de main-d'œuvre plus précisément hein, du Québec. Mais avec cette question, pourquoi est-ce que le Québec recrute particulièrement en France? Pourquoi vous nous faites les yeux doux à nous, Français? Parce que vous parlez la même langue que nous, d'abord et avant tout. Je veux dire, pour nous, au Québec, le français est très important. On protège le français. On a cet instinct de survie par rapport à la langue. Ah oui, tout de même, carrément, instinct de survie. Complètement. C'est fort. Mais c'est très fort, donc il faut le protéger. Donc lorsqu'on fait venir... Parce que la langue est menacée? Oui. Il ne faut surtout pas penser, il ne faut jamais baisser la garde. Parce que oui, l'anglais est très séduisant. Oui, si on ne fait pas attention à l'immigration, notre immigration, les gens adoptent l'anglais beaucoup plus. Donc voilà pourquoi nous, aller recruter en France, c'est extraordinaire parce qu'on va chercher des gens hautement qualifiés, extrêmement bien formés, qui ont envie de venir chez nous et qui parlent notre langue. Et pour nous, comme je vous dis, c'est très important. Et voilà pourquoi le Québec au Canada, nous pouvons choisir notre immigration économique. Et un des critères, c'est la langue, de parler la langue. Donc pour vous, on n'a même pas à vous faire suivre des cours, vous parlez la langue. Donc voilà pourquoi d'abord et avant tout, mais c'est aussi la qualité. Je veux dire, vous êtes des gens, je veux dire, la qualité de votre formation est extraordinaire. Et des valeurs communes, j'en parlais tout à l'heure, la démocratie, neutralité de l'État, égalité homme-femme, et le partage de la langue. Donc une culture aussi qui se ressemble et on se complète. On se complète parce qu'on est quand même différents. Donc en fait, la France est le premier pays de provenance de nos travailleurs étrangers. Et on veut continuer. On veut continuer à vous attirer parce que pour nous, ça va de soi. Ça va de soi. Et on parlera peut-être des Journées Québec. Mais, on va en parler, bien sûr, oui. Mais vraiment, pour nous, vous êtes les immigrants idéaux. Est-ce que la pandémie, ça fait presque 1 an et demi qu'on est dedans, est-ce que tout ça n'a pas été stoppé sèchement? Oui, écoutez, on a, comme tous les pays occidentaux, un problème de vieillissement de population. Donc, qui dit vieillissement de population dit pénurie de main-d'œuvre, ou du moins rareté de main-d'œuvre. Et avant la pandémie, on était dans une situation de très forte rareté de main-d'œuvre. Le taux de chômage était à 4%. Donc ça, c'est du plein emploi, même encore. Oui. Et là, plusieurs entreprises on parlait de, je pense, 1 400 000 emplois à combler. On est une population de 8 millions, ça vous donne une idée. La pandémie arrive, l'économie du Québec, comme l'économie de plusieurs pays, tombe sur pause, mais complètement. Donc, et là, le taux de chômage a grimpé à 17%. Mais très vite, aujourd'hui, on est retombé entre 6 et 6,5% de taux de chômage. L'économie québécoise est repartie. On prévoit un taux de croissance d'entre 4 et 5% pour cette année. Très fort rebond, quoi. Très fort rebond. Donc, les besoins de main-d'œuvre sont redevenus pratiquement aussi criants qu'avant la pandémie. Alors, le Québec mise beaucoup sur l'innovation. Hein, et la région du Bas-Saint-Laurent, Michèle Boisvert, est particulièrement en pointe dans ce domaine. Secteur maritime surtout, très fort au niveau, il y a un institut maritime à la fine pointe dans ce coin-là. On va écouter justement le témoignage d'Amélie Desrochers qui a quitté Montréal pour venir s'installer à Rimouski. Mais vous allez le voir, elle ne le regrette pas. Amélie Desrochers, je suis directrice de l'innovation pour la Société de développement économique de la SOPER. En fait, moi, je suis montréalaise d'origine. J'ai toujours été dans des grands centres urbains. Puis j'ai décidé il y a 2 ans de me relocaliser à Rimouski.
L'appel de la nature était très, très fort. J'avais envie de me sortir un peu de mon cadre. Je travaillais beaucoup en haute technologie, notamment en intelligence artificielle. Et ce que j'ai découvert ici sur le territoire, c'est vraiment une autre sorte d'intelligence. On est entouré d'une dizaine de centres de recherche de calibre international, super belle université aussi avec des expertises poussées en tout ce qui est maritime, sciences de la mer et sciences du territoire aussi, développement régional. Donc, je vous dirais que Rimouski, ça offre tous les bénéfices qu'on peut retrouver dans une grande ville, tant au niveau culturel qu'au niveau scientifique, mais en même temps, on est entouré d'un terrain de jeu extraordinaire. Ma qualité de vie a vraiment augmenté. Je suis devant le fleuve Saint-Laurent actuellement. C'est mon bureau au quotidien. Puis, donc, je suis vraiment stimulée au point de vue intellectuel, mais en même temps entourée, inspirée d'un cadre vraiment enrichissant. Donc, je vous invite à venir découvrir le Bas-Saint-Laurent. Racontez-nous, Michel Boisvert, le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, cette alliance entre, on l'a entendu, l'innovation, l'intelligence artificielle, où cette jeune femme poursuit sa carrière brillamment, là, et puis visiblement une nature splendide. Une nature splendide. Rimouski, nous, Québécois, quand on arrive en France et qu'on se rend compte que la Seine, c'est un fleuve, on rigole toujours un peu. Parce que nous, on a le fleuve Saint-Laurent. Et rendu à Rimouski, le fleuve, c'est la mer. C'est époustouflant. Il y a les baleines. Rimouski est d'une grande beauté. Et justement, c'est cet alliage d'une beauté sauvage, de gens extrêmement chaleureux, gentils, très fiers de leur territoire, mais aussi avec le temps où on y a installé une université, mais des centres de recherche. On a fait, et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Quand je disais que chaque région maintenant a sa personnalité, ben Rimouski, c'est tout ce qui touche la science de la mer. L'Institut maritime. Il y a d'ailleurs une entente de coopération entre la France et le Québec, l'Institut franco-québécois de la mer, où les centres de recherche, peut-être le centre de recherche où Madame travaille, avec les centres de recherche de Bretagne, de l'Université de Bretagne, travaillent ensemble pour faire avancer, par exemple, le développement maritime durable. Donc, il y a là une expertise à Rimouski, et c'est ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de Granby, mais dans cette région-là, c'est tous les semi-conducteurs. Donc, Rimouski, pour tous les amoureux de la mer, pour tous les chercheurs, il y a donc là un endroit où, intellectuellement parlant, extrêmement stimulant, où on a accès aux meilleurs chercheurs dans ce domaine-là, mais dans un cadre tout simplement somptueux. Mais c'est ce qu'on a du mal, nous, peut-être, à comprendre, nous, Français, avec notre esprit très jacobin, très centralisé ou très centralisateur. C'est qu'au Québec, c'est pas du tout comme ça. C'est sûr que, bon, Montréal demeure la métropole, mais de plus en plus, puis on le voit avec la pandémie, maintenant, le télétravail, tout le monde le fait. Plus besoin d'être dans les grands centres pour pouvoir travailler. Et ça va avoir un impact très, très fort au Québec. Ben, on le voit déjà. Tous ceux qui ont envie d'améliorer leur qualité de vie vont pouvoir maintenant aller dans des centres comme ça et pouvoir faire des visioconférences avec d'autres grands centres. Donc, il y a là, je pense que la pandémie va avoir un effet de levier sur le développement des régions, j'en suis convaincue. Alors là, on commence vraiment à ouvrir nos chakras, hein, parce que là, si vous étiez limité à Montréal et à Québec, là, je pense que vous commencez à voir le Québec sous un autre angle. On va continuer d'ailleurs à ouvrir tous ces horizons avec les cantons de l'Est. On va écouter Vanessa Cournoyer-Cyr de Vision Attractivité. Vous allez le voir, c'est encore une destination possible, encore de quoi élargir vos horizons. 1 heure de Montréal, 2 heures de Québec et 4 heures de Boston. La région des cantons de l'Est réunit 9 territoires et 114 municipalités qui sont toutes en dualité et en complémentarité. La région des cantons de l'Est en est une de contraste. Donc, les communautés anglophones et francophones cohabitent harmonieusement depuis des générations et nos milieux de vie sont éclatés, allant du petit hameau à la 6e plus grande ville au Québec. Aussi, l'économie des cantons de l'Est se développe à partir de 28 secteurs d'activité qui sont variés, donc qui vont de la start-up à la multinationale, en passant par la culture de la terre jusqu'à la microélectronique et à l'info nuagique.
Ici, notre réseau d'affaires s'appuie sur un pôle de recherche et de développement qui est très fort, qui génère de grandes idées et des produits et des entreprises innovantes. Donc, la région est aussi l'une des plus attractives au Québec pour les travailleurs autonomes qui y trouvent un équilibre parfait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking, fonds d'investissement, cellules de mentorat, animation sectorielle, l'écosystème d'affaires des cantons de l'Est est vraiment vivant, généreux et prospère. Ici, nos nombreux savoir-faire ancestraux cohabitent avec des projets d'affaires qui sont axés sur la recherche, la technologie et l'environnement. Les gens des cantons de l'Est ont des traditions qui sont bien enracinées tout en étant à l'avant-garde dans de multiples pôles d'innovation. Aussi, à l'extérieur de Montréal et de Québec, les cantons de l'Est, c'est la seule région où il est possible de suivre le cursus scolaire complet de la maternelle à l'université, à la fois en français et en anglais, évidemment héritage de notre dualité culturelle et linguistique. Ici, 40 000 étudiants apprennent et développent des compétences à travers près de 1000 programmes et formations postsecondaires et professionnelles. Nos institutions d'enseignement sont généralement étroitement liées à notre grande capacité de recherche et développement dans une multitude de secteurs d'activité. Il y a près de 130 groupes et centres de recherche qui contribuent au développement de produits et de procédés innovants qui permettent de changer le monde concrètement et durablement. Dans les cantons de l'Est, les travailleurs, les résidents, les étudiants, les entrepreneurs et les familles ont l'énergie de bouger, de relever des défis, de remettre en question les idées reçues et de se réinventer. Les cantons de l'Est, Michel Boisvert, si c'était une région française, ce serait quoi? Oh mon Dieu, bonne question. Ça serait quoi si c'était... Les cantons de l'Est, avez-vous une région qui a un petit côté plus britannique? Ce serait peut-être plus haut, je ne sais pas, j'essaie de voir. Un côté britannique? Parce que nous, ouais, parce qu'il y a une influence anglophone très forte. Ouais. Mais en même temps, l'arrivée des francophones amène quelque chose de très, très particulier au canton de l'Est, une grande vivacité, un coin touristique très, très fort. Parce que la beauté des paysages, là aussi, oui. c'est incroyable. Non, non, c'est différent. Il y a deux endroits où les Montréalais vont en villégiature. Ah oui. C'est soit les cantons de l'Est, on peut être soit canton de l'Est, et là, c'est une atmosphère plus paisible, un aménagement du territoire plus respectueux, ou les Laurentides, où là, bon, c'est plus, un peu plus bling-bling. Un peu plus, mais c'est la montagne, c'est on va, oui. Donc exactement. Mais tous les deux sont à peu près à 1 heure, mais on va chercher deux atmosphères complètement différentes, mais dans des sites d'une très grande beauté des deux côtés. Ça donne envie. Alors vous avez peut-être vu, voilà, nous ont rejoint Paul Trottier, bonjour, conseiller à la direction des services de l'immigration du Québec, bonjour. Bonjour monsieur. Et Nicolas Simon, bonjour. Bonjour. De la direction générale Europe et Relations internationales chez Pôle emploi. On va entrer donc un peu plus concrètement, peut-être dans votre projet d'expatriation. On va essayer de répondre à vos questions les plus concrètes. Mais pour répondre à ce besoin de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec, Michel Boisvert, organise des missions de recrutement à l'international, comme par exemple les Journées Québec. C'est vraiment un événement très, très populaire, très important. On en est à la 23e édition. Tout à fait. On a amorcé ça en 2008 avec des partenaires, Montréal International, Québec International et la ville de Drummondville, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, 2008, c'était pour justement pallier le manque de main-d'œuvre chez nous. 2008, 11 entreprises s'étaient inscrites. La dernière, c'est tout petit. La dernière qui s'est faite en présentiel en 2019, on était rendu à 124 entreprises inscrites. Et depuis, le tout début, c'est 3500 embauches qui ont été faites. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Sur place, oui, pendant les journées. Non, mais c'est quand même incroyable. On repart avec un contrat. Oui, d'ailleurs, Paul pourra tout raconter ça. Mais moi, ce que je veux démontrer, c'est... Et ça, c'est la force de la relation entre la France et le Québec. Comment on innove ensemble et ensuite que ce modèle-là peut prendre de l'expansion. Maintenant, il y a des journées Québec un peu partout en Europe. C'est surtout en France que l'on recrute encore. Mais ce modèle-là est tellement efficace et répond à un tel besoin. On a maintenant des journées Québec sectorielles. Donc, c'est vraiment un modèle qui s'est fait entre le Québec et la France, mais qui commence vraiment à prendre l'expansion. Et je veux remercier M. Simon parce qu'on n'aurait jamais pu faire les journées Québec si on n'avait pas eu l'appui, le soutien et la collaboration de Pôle emploi. Et vraiment, merci, parce que grâce à cette collaboration-là, on l'a dit, 3500 embauches,
on contribue au développement économique du Québec. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Donc, vous aider à faire en sorte que mon mandat est un succès. Merci infiniment. C'est ça la force, d'ailleurs, de ce modèle dont vous parliez. Oui. C'est lui. Alors, Paul Trottier, expliquez-nous un peu ces journées Québec. Comment ça se passe concrètement? Bien, la particularité de Journée Québec, c'est que contrairement à un salon de l'emploi, par exemple, hein, c'est sur invitation. Les gens s'inscrivent d'abord sur une plateforme dédiée, ils postulent à des emplois bien précis. Et s'ils sont présélectionnés par nos collègues de Pôle emploi ou par l'entreprise elle-même, alors ils sont invités à un véritable entretien d'embauche. Et c'est ça la particularité, c'est que c'est un entretien d'embauche au terme duquel il peut, pas toujours évidemment, mais il peut y avoir la signature d'un contrat. Ça arrive assez régulièrement que les candidats repartent avec un contrat en poche. Alors après, évidemment, s'amorcent toutes les démarches d'immigration qui peuvent prendre un certain temps, c'est normal. Mais c'est un modèle, en tout cas, qui a montré son efficacité au cours des années. Pour cette édition aussi, vous en avez peut-être parlé, Mme Boisvert, mais pour cette édition aussi, qui, bien qu'elle soit virtuelle, les employeurs, malheureusement, ils ne se déplacent pas pour venir faire les entretiens d'embauche, mais bien qu'elle soit virtuelle, il y a quand même 77 entreprises qui ont plus de 400 offres d'emploi à pourvoir. Au total, plus de 1000 postes à combler, à pourvoir, parce qu'il y a certains postes qui sont, certaines offres d'emploi qui ont plus qu'un poste. Donc, ça fait quand même beaucoup d'offres d'emploi disponibles dans plusieurs secteurs très variés. Alors, je vous en... Dans 9 régions. 9 régions du Québec. Donc, on parlait des régions. Des entreprises de 9 régions du Québec offrent des emplois. Et vous parliez tout à l'heure, Mme Boisvert, de la force des technologies de l'information, du jeu vidéo. Hein, Montréal est un centre mondial. Des secteurs qui sont représentés, justement. Alors, il y en a plusieurs. De mémoire, là, je vous dirais, bien sûr, peut-être pas une majorité, mais une grosse partie des offres d'emploi sont dans le domaine des technologies de l'information, du jeu vidéo. Alors là, on parle de techniciens, concepteurs de jeux vidéo, analystes, etc., etc. Mais pas seulement dans ces secteurs-là. Alors, beaucoup d'emplois aussi dans le domaine du génie. Alors que ce soit le génie mécanique, le génie électronique, il y a des emplois de techniciens. Alors, on ne parle pas nécessairement que d'ingénieurs, mais des emplois de techniciens. Alors, les métiers de bouche, évidemment, hein, la force de la France, c'est aussi ça. Beaucoup d'emplois dans le domaine de la restauration, de la santé, dans le domaine du BTP aussi, le bâtiment, tous les métiers industriels. Il y a quand même une variété très importante de métiers offerts dans cette édition-ci. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même très sélectif. C'est pas évident de passer le premier stade. Bien, ça dépend toujours des exigences des employeurs. Dans le cadre d'un contrat de travail comme celui-là, qui est un contrat temporaire, hein, d'une durée de 2 ou 3 ans, qui peut mener à la résidence permanente. Il y a des passerelles qui permettent ça. Mais dans le cadre d'un emploi dit permanent, ça dépend toujours des employeurs. Les employeurs ont leurs propres exigences. Et puis, est-ce que c'est sélectif? Bien, oui, c'est sélectif, mais la France, et vous l'avez dit tout à l'heure, est un bassin extraordinaire pour les employeurs québécois parce que les Français ont une chance que d'autres Européens n'ont pas. Hein. D'abord, ils ont accès à certains types de permis que les autres Européens n'ont pas. Je pense par exemple au permis jeune professionnel, stage coop international. Vous savez, les PVT, vous connaissez les permis vacances-travail, très populaires. Les Français, les jeunes Français de moins de 36 ans ont droit à des PVT de 2 ans. Ce sont des permis ouverts. C'est quand même extraordinaire, ça. Donc, ce sont différentes façons d'obtenir un emploi. Bon, et les journalistes dans la cinquantaine, ils n'ont pas beaucoup de chance. Hein? Non, je crois que non. Je connais votre réponse, alors c'est même pas la peine de me la donner. C'est important de préciser parce qu'on nous pose souvent la question, M. Duport. Et puis, non, il n'y a pas de limite d'âge. Aucune limite d'âge. Si l'employeur considère que vous êtes sa perle rare et que c'est de vous dont il a besoin, aucun problème. Mais moi, je peux juste dire, parce que j'ai assisté quand je viens d'arriver, à des journées Québec en présentiel, mais c'est émouvant. Mais c'est de voir tous ces Français qui arrivent et qui espèrent trouver... J'en ai vu pleurer parce que juste... Ah non, j'avais été très, très émue. Très, très émue de voir cet appétit, cet engouement, cette envie de venir travailler au Québec. C'est très émouvant, effectivement. Oui.
Nicolas Simon, on se tourne vers vous pour connaître un peu le rôle de Pôle emploi, que Pôle emploi joue dans les journées Québec. Alors, tout d'abord, première chose à savoir, c'est que Pôle emploi a aussi une activité d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui ont un projet de mobilité à l'international. Et on a 70 conseillers spécialisés qui accompagnent les demandeurs d'emploi qui ont ce projet d'aller travailler à l'étranger. Et on a fait un constat dans ce cadre de cet accompagnement, c'est qu'une des destinations les plus demandées par nos demandeurs d'emploi, c'est le Canada et plus particulièrement le Québec, parce que évidemment, la langue est moins une barrière quand il s'agit d'aller au Québec. Donc déjà, ça, c'était le premier constat qu'on a fait. Et du coup, travailler de manière rapprochée avec nos homologues québécois, c'est aussi une façon d'améliorer le service qu'on rend aux demandeurs d'emploi, de créer de la proximité. Et puis ces Journées Québec, pour le coup, Paul l'a très bien expliqué, c'est une vraie opportunité pour des demandeurs d'emploi français de pouvoir rencontrer des employeurs. Alors, jusqu'à fin 2019 en France, sur place, sans devoir prendre l'avion, traverser l'Atlantique. Maintenant, évidemment, on a dû s'adapter et on utilise les nouvelles technologies. Finalement, on saute l'océan aussi facilement. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de pouvoir donner cette opportunité du contact. Alors derrière, Paul l'a souligné, on est très investi aussi sur cette organisation-là, tout simplement parce que ça fait partie de l'offre de service de Pôle emploi, c'est notre ADN, ce que Paul appelait la présélection. C'est-à-dire que c'est aussi, Pôle emploi le fait avec toutes les entreprises françaises qui nous sollicitent pour un recrutement. Nous proposons de travailler avec l'employeur pour bien définir les éléments, les conditions de l'offre, les conditions du poste de travail, et ensuite orienter les candidats qui sont le plus adaptés à ce que recherche l'employeur. Et donc c'est aussi ce travail qu'on fait sur les opérations sur Journée Québec. La dernière édition que nous avons fait en fin 2020 sur 12 000 candidatures que nous avons reçues sur les offres qu'on a aussi. Alors on diffuse aussi les offres d'emploi des employeurs canadiens sur pôle emploi.fr. On relaye toutes ces offres-là. On le relaye sur notre page Facebook Mobilité Internationale, sur notre site internet pôle emploi.fr. Et donc sur les 12 000 candidatures, nous avons fait une présélection, 8 000 candidats orientés ensuite vers les entreprises qui en ont retenu plus de 1 000 pour des entretiens. Et on a déjà, alors les chiffres ne sont pas tout à fait clos encore pour la dernière édition, mais on sait qu'on est déjà au moins 250 embauches. Ouais. Donc, en plus, pour une édition en distanciel, c'est un pari qu'on faisait et un pari plutôt réussi. Après, derrière, on porte aussi, parce que pour nous, c'est l'intérêt. Donc, on organise avec nos amis québécois, donc des webconférences pour aussi présenter ces Journées Québec aux demandeurs d'emploi français. Et puis aussi, je vais utiliser un terme québécois, on a aussi des petites opérations de clavardage, autrement dit de chat, pour pouvoir répondre vraiment aux questions de manière personnalisée. Mais encore une fois, si on le fait, c'est à la fois parce que ça correspond à un besoin de nos demandeurs d'emploi, c'est vraiment une attente que de pouvoir avoir des opportunités de travailler au Canada. Et pour nous, c'est une vraie opportunité, cette proximité et ce lien avec les employeurs québécois. En tout cas, nous, on invite les gens à aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour eux. La plateforme Journée Québec, elle est ouverte déjà depuis quelques semaines. Les candidats ont jusqu'au 25 mai prochain, inclusivement, pour aller voir s'il y a des offres intéressantes pour eux en fonction de leurs compétences, de leur expérience. L'adresse à retenir, c'est assez facile. Hein? Vous la connaissez, Mme Boisvert? Journée Québec, journée avec un S, journéequebec.fr ou journéequebec.gouv.qc.ca. On peut aller voir toutes les offres d'emploi et puis postuler en ligne. Après, évidemment, si on veut en savoir plus, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, il y a des démarches d'immigration, il ne faut pas le nier. J'allais vous en parler justement, une fois que le contrat est signé, qu'on a vraiment une touche avec l'entreprise, là commence quand même quelque chose qui peut être un peu long et complexe. Ça prend quelques mois pour ne rien vous cacher, et puis c'est normal que ça prenne quelques mois parce que l'employeur, d'une certaine façon, il a, et c'est la règle de base du recrutement international, il faut qu'il prouve d'une certaine façon qu'il n'a pas réussi à combler son besoin de main-d'œuvre par des travailleurs locaux et qu'il a besoin d'un travailleur étranger. Alors, il a à faire ça, l'employeur. Donc, il initie les démarches. Ensuite, le candidat, après un certain temps, obtient un certificat d'acceptation du Québec qui lui permet de faire sa demande de permis de travail. Je n'entre pas dans les détails, mais oui, c'est vrai, ça prend quand même un certain temps. On estime entre 6 et 8 mois
Hein, c'est normal, c'est correct. Ça permet à la personne de préparer son projet de mobilité professionnelle, trouver un logement, etc., etc. Mais donc, entre 6 et 8 mois, ce sont les délais normaux. Et puis après, la personne, lorsqu'elle débute son emploi, elle commence déjà son expérience au Québec. Et je vous parlais tout à l'heure des passerelles qui existent pour obtenir éventuellement la résidence permanente. Le ministère de l'Immigration, qui s'appelle le MIFI, pour ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, il a mis sur pied un programme qui permet ça, ça s'appelle l'expérience québécoise. Donc les personnes acquièrent une expérience solide. Ensuite, ils ont la possibilité de faire leur demande de résidence permanente. C'est encore la meilleure façon d'immigrer au Québec. Si quelqu'un vous demande comment on fait pour immigrer au Québec, la meilleure façon, c'est encore ça. Hein. Oui, soit venir étudier ou venir par un permis de travail. Tout à fait, exactement. On s'achemine au terme de cette émission qui était passionnante, qui nous a vraiment ouvert des horizons, Michel Boisvert. Vous avez invité dans un édito récent publié dans le bulletin d'information de la DGQP, la Délégation Générale du Québec à Paris, les Français à faire l'expérience du Québec. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur donner envie d'aller mordre là, comme ça dans la pomme du Québec, de goûter J'espère que tout au long de l'émission, on aura réussi à les convaincre. Mais peut-être qu'on peut... On vous aime. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Venez, c'est une belle expérience. Et venez goûter cette Amérique du Nord, mais qui est française à la fois. Un peu ce que Roland disait. Venez-y en vous disant peut-être que j'y serai 2 ans. Puis vous verrez peut-être que vous aurez le goût du Québec, vous voudrez y rester. Mais je pense que c'est une expérience à vivre. On va vous accueillir, soyez-en certains, on va vous accueillir à bras ouverts. Et c'est vrai qu'on vous aime bien. C'était un magnifique mot de conclusion. Je vous en remercie, Michel Boisvert. Merci à tous les deux. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et j'imagine que ça vous a donné envie de faire vos valises. À bientôt.